Bonsoir à tous, bienvenue sur RP Média. Ce soir, je vais vous parler du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce pacte a été signé les 10 et 11 décembre 2018 par 162 pays à Marrakech au Maroc. La France y a participé. Compte tenu de la situation politique et sociale très tendue en France, notamment par les Gilets jaunes et leur mobilisation, le président Emmanuel Macron n'a pas pu faire le déplacement. Il s'est fait représenter par son secrétaire d'État. On va donc parler de ce pacte qui a été signé pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Que dit ce pacte? Ce pacte a fait couler beaucoup d'encre en France, en tout cas dans les milieux initiés. On a tenté de mentir à la population française sur le contenu de ce pacte. On a tenté de dire que ce pacte était contraignant pour la France et qu'il donnerait l'aval aux pays d'origine des migrants, de laisser les migrants venir occuper les emplois, le débat habituel. On a fait croire que si on laisse ce pacte-là tel qu'il est, il y aura un afflux de migrants sur l'Europe, notamment en France, et ça va contribuer à baisser le pouvoir d'achat des Français puisque ces migrants viendront accepter les boulots et être moins payés. Et donc le pouvoir d'achat des Français va se trouver diminué. Et quand on sait aujourd'hui que le combat qui est mené par les Gilets jaunes est notamment axé autour du pouvoir d'achat, il faut dire que les mots ont été bien choisis pour mélanger le vrai du faux. Et donc ce soir, nous allons démêler le vrai du faux. Nous allons dire exactement ce qui se trouve dans ce pacte de 45 pages, axé sur 23 points. Et le leitmotiv de ce pacte-là, c'est l'échange d'informations, la coopération, la collaboration, la synergie entre les différents États du monde afin de mettre à la disposition des candidats à la migration, des migrants, des États touchés par la migration, aussi bien les États d'origine des migrants, les terres d'accueil des migrants. Il faut que tout le monde soit sur le même niveau d'information afin de donner de meilleures conditions de vie aux migrants et aussi de combattre la migration irrégulière, de combattre le trafic humain, de respecter les droits humains. Ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières met l'accent sur l'humain. L'humain est l'élément central de ce pacte-là. Et ce pacte ne présente pas la migration comme quelque chose de négatif, de quelque chose dont on doit avoir peur. C'est ce qui est intéressant. Le pacte dit clairement que les migrations sont une chance, sont une opportunité pour les États. Et aucun pays au monde ne peut faire face aux problèmes liés à ces migrations. Et en même temps, aucun pays au monde ne peut tout seul profiter des avantages de ces migrations-là. Et donc, il faut mettre en place, en fait, ce pacte est un souhait. Ce pacte, c'est une invitation à la coopération des pays à mettre en place des statistiques fiables, fondées sur des données factuelles, de sorte à ce que tous les pays soient au même diapason d'informations pour accompagner les migrants, pour que les migrants dès leur pays d'origine sachent les avantages et les inconvénients de la migration. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce pacte est composé de 23 points. Mais avant de rentrer dans ces 23 points, on va définir deux terminologies. Ces terminologies sont le terme de migrant et le terme de réfugié. Et c'est très important parce que ça justifie après tout le reste dans le pacte. Et donc le migrant, c'est toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires. Les réfugiés au sens de la Convention signée le 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle a sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte. Donc clairement, la différence entre un réfugié et un migrant, c'est que tout réfugié est un migrant par définition, mais le migrant a changé de pays pour des raisons généralement économiques. Le réfugié
à changer de pays, à demander protection dans un autre pays pour des raisons politiques, pour son opinion, pour sa religion, pour son appartenance à un groupe social, etc. Donc dans ce pacte, l'ONU reconnaît que les réfugiés comme les migrants doivent bénéficier des droits humains internationaux. Ceci dit, il y a une législation, il y a un droit international spécifique qui protège les réfugiés. Et le migrant aujourd'hui n'y a pas droit. Et ce pacte encourage les pays à mettre en place des dispositifs, à mettre en place en tout cas une synergie de sorte à ce que tout le monde bénéficie d'un cadre qui respecte les droits humains. Comme je l'ai dit, l'humain est le leitmotiv de ce pacte. Et l'humain, qu'il soit du continent africain, du continent américain, du continent européen, du continent asiatique, doit pouvoir bénéficier des droits humains partout où il se trouve. C'est ce que ce pacte-là veut ressortir. En France, ici, il a été question de jeter le discrédit sur ce pacte. Marine Le Pen en particulier en a fait son cheval de bataille. Elle a dit beaucoup de choses, mais en réalité, ce pacte n'est nullement contraignant pour quelque pays que ce soit. Il est dit clairement dans ce pacte. Quand vous prenez juste le point 7 du préambule, il dit la chose suivante. Le présent pacte mondial établit un cadre de coopération juridiquement non contraignant qui repose sur des engagements convenus par les États membres, dont la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Donc c'est clairement dit, hein, si on est paresseux et qu'on ne veut pas aller très très loin dans ce document, on se limite juste au préambule. Et dans le préambule, il est clairement dit que ce pacte n'est pas contraignant. C'est-à-dire que ce pacte ne va pas faire en sorte qu'il y ait plus de migrants en France. Ce pacte ne va pas faire en sorte que les lois françaises ne puissent pas s'appliquer sur les migrants qui sont sur le sol français. Du coup, si ce pacte ne peut pas favoriser l'afflux massif de migrants en Europe et en France, ce pacte ne favorise pas la chute du pouvoir d'achat des Français. C'est un peu là où il y a la clé, parce que si quelqu'un arrive à tromper les Français, comme quoi ce pacte ferait de la France un endroit où les réfugiés vont venir en masse par millions et de fait vont faire chuter le pouvoir d'achat des Français, sachant que les gilets jaunes aujourd'hui sont en train de se battre pour avoir du pouvoir d'achat, les gilets jaunes vont se retourner contre ce pacte-là. C'est là où toute la clé existe et c'est là où il est important de mettre le curseur. Quand vous allez loin dans ce pacte, quand vous parcourez ce pacte, il est clairement dit, en des termes très clairs, en langue française, que ce pacte-là ne peut pas remplacer la législation dans les pays membres qui l'ont signé. C'est clairement dit. On peut se demander ce que les gens font de leur capacité de lire. Il n'y a que 45 pages. Et donc, au lieu de s'acheter une opinion par médias interposés dans les ambitions communes, on parle clairement dans le point C de souveraineté nationale. Le pacte mondial réaffirme le droit souverain des États de définir les programmes politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de leurs compétences dans le respect du droit international. En gros, ce pacte ne va rien changer dans la souveraineté nationale des États qui accueillent les migrants. Aucune législation interne régissant les migrants ne sera mise en cause par ce pacte. Donc il faut rappeler aux Français, il faut rappeler aux gens que Marine Le Pen leur ment quand elle affirme sur les médias que ce pacte est un appel d'air, est une manière pour Macron de vendre la France aux Nations Unies pour l'intérêt des migrants. Ce n'est pas vrai. Les États restent souverains. C'est leur loi interne qui prévaut en matière de gestion des migrations. Ce pacte met également en avant le développement durable ainsi que les droits de l'homme. Il est dit partout dans ce pacte que l'humain est l'élément central, le droit humain est le leitmotiv.
Et donc ce pacte ne va pas changer grande chose, comme on l'a dit, sur les lois internes régissant les migrations dans les pays. Ce pacte rappelle tout simplement les mesures qu'il faut mettre de façon collégiale, puisqu'il est rappelé qu'aucun pays ne peut ni gérer les problèmes inhérents aux migrations, aucun pays ne peut aussi profiter des avantages liés aux migrations. Donc, le pacte rappelle qu'il faut se mettre ensemble pour tous profiter des retombées de la migration, des migrations. Les objectifs pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, comme le dit ce pacte: collecter et utiliser les données précises et ventilées qui serviront à l'élaboration de politiques fondées sur les connaissances des droits. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent les personnes à quitter leur pays. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui en France, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen se plaignent des migrants, se plaignent de la migration, c'est aussi parce que les phénomènes qui font que les gens quittent leur pays pour venir en Europe et notamment en France existent. Et le pacte veut jouer sur ces aspects négatifs, sur ces facteurs négatifs qui poussent les gens à quitter leur pays. Donc ce pacte encourage les nations à fournir dans les meilleurs délais les informations exactes à toutes les étapes aux migrations. Également, il faut munir tous les migrants d'une pièce d'identité légale et de papiers adéquats. Parce que ça aussi, on a vu qu'un pays, par exemple, comme le Mali, qui est un pays un peu poreux, qui est une espèce de passoire migratoire, fait que tous les pays africains, enfin, la majorité des pays africains, en tout cas de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, passent par le Mali parce que les papiers d'identité malienne sont faciles à obtenir, il n'y a pas beaucoup de contrôle et donc ils savent qu'avec ces papiers, il y a certains pays qui pourraient traverser facilement et ce pacte tend à limiter ces genres d'activités. Donc ce pacte aussi parle d'assurer l'accès aux migrants des services de base, donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale. Des migrants qui sont bien intégrés dans un pays causent moins de problèmes. Renforcer la protection, l'assistance et la coopération consulaire tout au long du cycle migratoire. Le pacte dit qu'il ne faut recourir au placement en détention administrative des migrants qu'en dernier ressort et chercher des solutions de rechange. Comme je l'ai dit au début dans mon introduction, il y a le faux et le vrai à démêler dans cette analyse-là que je tiens à vous faire. C'est de rappeler à tout un chacun que ce pacte sur les migrations n'est pas un document qui va déstabiliser la France du point de vue du pouvoir d'achat des Français. Et si aujourd'hui les gilets jaunes sont dragués par tout le monde, tous les politiques voudraient avoir les faveurs des gilets jaunes. Et donc tout le monde essaie de les attirer vers soi. Et cette signature-là de ce pacte-là aurait pu passer inaperçue si les politiques extrêmes n'avaient pas tenté de l'utiliser en mauvais escient. Mais en réalité, ce pacte ne remet pas en cause le droit français. Ce pacte ne donne pas plus de pouvoir aux migrants qu'ils n'en ont déjà. D'ailleurs, les migrants n'ont quasiment pas de droit dans la plupart des pays européens. Et ce pacte ne fait pas de la France une passoire qui va faire arriver des centaines de millions de migrants, de réfugiés qui vont accepter les boulots. D'ailleurs, cette idée de migrants qui viennent prendre le boulot des Français, en réalité, quand vous regardez aujourd'hui, notamment à Paris, ceux qui nettoient les métros, ce sont des migrants. Les dames qui font le ménage dans nos bureaux, dans les administrations, ce sont des migrantes. Quand vous allez au McDo, ceux qui font le ménage, quand les éboueurs, etc., il y a beaucoup de métiers en France qui ne sont pas prisés par les Français. Sur ces métiers-là, effectivement, on voit beaucoup de têtes colorées, on voit beaucoup de migrants. Mais en réalité, les boulots qui sont bien payés, il y a très peu de migrants dedans parce que la concurrence, elle est rude là-bas. On sert les Français avant. Et donc, ce discours-là de Marine Le Pen qui dit que les migrants viendront, admettons que les migrants viennent en masse en France, ils ne peuvent pas prendre la place des Français parce que
les, les, les chefs d'entreprise préfèrent servir les Français d'abord. À tous les niveaux, c'est comme ça. Et il n'est pas question de dire ici que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il faut juste tordre le cou aux idées véhiculées, aux idées mensongères véhiculées par Marine Le Pen, véhiculées par certaines personnes, par certains médias, la désinformation, le mensonge, la fake news autour de ce pacte-là ne peut pas passer, parce que quand on lit ce pacte-là, il est spécifié partout qu'il il n'est pas contraignant pour les États et il ne remet pas en cause la souveraineté des États. Donc, il faut juste faire face aux revendications des Gilets jaunes, il faut juste faire face aux demandes des Français, répondre aux Français, satisfaire les Français et ne pas, une fois de plus, jeter la responsabilité sur les migrants qui ont plus de problèmes qu'on ne le croit. Ici, il est question de réguler la migration, il est question de partage d'informations factuelles sur les migrations, il est question de droits de l'homme. La France est par essence le pays des droits de l'homme. Tout le monde est fier quand il dit ça, tous les Français sont fiers. Eh bien, les Nations Unies reprennent cette formule-là. Il est question de mettre l'humain au centre des préoccupations des organisations internationales qui régissent les migrations internationales. Il est question de rendre les migrations sûres. Il est question de faire profiter tous les États des bienfaits des migrations. Il est question de partager les mêmes informations à l'instant T autour des migrations. Ceci va certainement apporter du bonheur à tous les pays. Ne voyons pas que du négatif dans la migration et n'accordons pas plus d'importance aux propos de ceux qui créent la désinformation autour de ce pacte, de ceux qui créent la polémique autour de ce pacte, de ceux qui développent des fantasmes autour de ce pacte. Ce pacte n'a rien de méchant pour la France, ce pacte n'a rien de méchant pour l'Europe et ce pacte n'a rien de révolutionnaire pour les pays d'où proviennent les migrants. Il faut prendre le temps de lire et découvrir qu'il n'est pas prévu que dans un pays, ce pacte remplace les lois qui régissent l'immigration. Donc, chers abonnés, c'est cet aspect des choses-là que je voulais développer avec vous. Vous disséquer ce pacte mondial de l'ONU sur les migrations sûres et contrôlées qui a été signé par 162 pays à Marrakech au Maroc et dont la France est signataire. Et il faut rappeler que Emmanuel Macron et la diplomatie française ont joué de tout leur poids lors des négociations pour créer ce pacte-là. Et il a été signé, il est tout frais. Et il y a certaines personnes qui ont jugé bon de dénoncer ce pacte, de créer l'amalgame entre ce pacte et le pouvoir d'achat des gilets jaunes qui sont en train de se battre aujourd'hui, qui sont en train de donner du fil à retordre, non pas à Emmanuel Macron seul, mais à tous les politiciens, parce que les gilets jaunes sont quelque part l'émanation du refus des politiques. Les gilets jaunes en ont marre des politiques françaises, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche. Elles veulent que le pouvoir revienne au peuple. Elles veulent que les richesses créées à travers les entreprises, les richesses créées par le travail soient redistribuées de sorte à ce que les Français vivent dans la dignité. Ce n'est pas normal que dans une même entreprise, une personne qui se trouve au 6e étage gagne 100 fois ce que celui du rez-de-chaussée gagne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en 2018 en France, un salarié ne puisse pas se loger de façon décente. Ce n'est pas normal qu'en 2018 en France, un couple avec 2 salariés ne puisse pas vivre décemment, ne puisse pas payer un loyer, ne puisse pas se nourrir convenablement, ne puisse pas se soigner. Il faut rappeler qu'en France, parmi ces gilets jaunes-là, il y a des personnes qui ont renoncé aux soins. Une visite médicale à 23 €, juste les tickets modérateurs qui coûtent 6,50 €, il y a des personnes qui ont renoncé à ça parce qu'ils tout simplement, ils n'ont pas les moyens de payer ces 6 € au médecin. Il y a des gens qui font des chèques
de 6 euros au médecin et qui demandent à être encaissés à la fin du mois. Il y a des gens qui se retrouvent à moins 800 euros le 15 du mois. Et ça, c'est la faute des politiques dans leur globalité. Et aujourd'hui, ce sont ces politiques que les Gilets jaunes sont en train de dénoncer. On essaie de faire passer les Gilets jaunes pour des casseurs, ça ne marche pas. On essaie de passer les Gilets jaunes pour des gens qui sont sous contrôle de la Russie ou des frères musulmans, ça ne passe pas. On se rend compte chaque samedi que c'est l'émanation des Français, c'est la colère des Français. Les Gilets jaunes sont un projet franco-français né de la frustration sur plusieurs années. Les grèves ne servent plus à quelque chose en France. On se rappelle sous Nicolas Sarkozy qui avait dit de façon arrogante et ostentatoire que plus personne ne se rend compte en France quand il y a grève. Ça signifiait que des grèves pacifiques, ça ne ramène rien. Aujourd'hui, les casses qu'il y a sont minimes. La vraie violence n'est pas dans les casses. Effectivement, les Français ont basculé dans l'émotion. Ils sont émotifs, ils sont sentimentaux, les Français. Quand on monte sur BFM Télé, une vitrine qui a été cassée par des casseurs qui ont infiltré les manifestations, effectivement, ça fait appel à l'émotion, ça fait appel à la compassion, ça fait appel à des propos méchants envers les casseurs. Mais la vraie violence se trouve dans le fait d'être en 2018 un salarié pauvre. La vraie violence, c'est quand vous renoncez à offrir des fleurs à votre femme parce que vous n'en avez plus les moyens. La vraie violence, c'est quand vous refusez vous renoncez à aller au cinéma le week-end avec votre conjoint. La vraie violence, c'est quand vous renoncez à aller au McDo le week-end. La vraie violence, c'est quand vous renoncez à des soins dentaires, à des soins optiques. C'est quand vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Et quand vous voyez le nombre de millions de Français qui sont victimes de ça, c'est ça la vraie violence. La France est l'un des pays les plus riches au monde. Chaque année, la France génère plus de richesses que l'année d'avant. Mais chaque année, il y a plus de misère chez les Français que l'année d'avant. Il y a un véritable problème de redistribution des richesses créées par tous. C'est ça le vrai message des Gilets jaunes. Et à ce message-là, à cette requête-là, la réponse est une augmentation des pouvoirs d'achat multidimensionnels. Il faut donner une bonne fois pour toutes une réponse claire et nette aux problèmes des Français. On ne peut plus se cacher derrière l'immigration. On ne peut plus se cacher derrière la menace du terrorisme. On ne peut plus se cacher derrière la main invisible de la Russie. La Russie n'a pas mis fin à l'ISF en France. La Russie, pas plus tard qu'hier, le Sénat a supprimé 3 taxes que les grands groupes de médias devaient payer. Les chaînes de radio, les chaînes de télévision devaient payer. Ça, ce n'est pas la Russie. Et ce n'est pas la Russie qui augmente de façon indéfinie les primes, les salaires des députés, des sénateurs. Et ce n'est pas cette même Russie qui a mis en place la loi du travail qui dénature la condition de travail des Français. Et c'est tout ça que les Français peut-être ont finalement compris, avec aussi la complicité des médias mainstream qui refusent de présenter l'actualité de façon factuelle. On essaie de fabriquer. Quand vous regardez dans les rédactions, quand vous regardez, vous verrez sur tous les plateaux des experts qui n'ont jamais mis un pied dans la manip des Gilets jaunes, mais qui se permettent de fabriquer les opinions. Et comme la plupart des Français sont des fainéants, comme ils sont dans l'émotion, ils se font livrer des analyses toutes faites de ces experts en tout genre qui viennent s'asseoir. L'expert lui-même fait son expertise à partir des images du reporter qui a été envoyé sur place. Et ce reporter lui-même dénature l'information, tourne l'information en sa faveur ou en défaveur du gilet jaune. Et donc, nous sommes dans une espèce de mensonge d'État. Nous sommes dans une espèce de retournement de la réalité. Et c'est ce que les Français ne veulent plus. Les vraies demandes des Français n'ont rien à voir avec des questions d'immigration. Il a été démontré que l'immigration n'est pas un problème pour un État qui sait l'organiser. Il faut juste demander une bonne organisation de l'immigration et non mettre fin. On ne peut pas mettre fin à l'immigration. On a décrété un monde globalisé et on ne peut pas la globaliser, la mondialiser pour une partie de l'humanité
et laisser l'autre partie de l'humanité regarder le reste du monde par la fenêtre, ce n'est plus possible. Et les Français en sont conscients. Il faut du respect pour les Français, il faut du pouvoir d'achat pour les Français, il faut dire la vérité pour les Français, il faut arrêter d'utiliser les médias pour mentir aux Français et retourner le cerveau des Français contre les immigrés. Ce pacte mondial pour les migrations sûres, contrôlées, n'est pas quelque chose contre les Français. Il ne viendra pas remettre en question la souveraineté de l'État français, du droit français sur les migrants. Non, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est-à-dire que le pacte a été signé. Demain, le migrant reste le migrant que vous croisez à Gare du Nord, que vous croisez dans le RER B ou dans le RER D tard le soir, qui rentre chez lui. Ça ne changera pas grand-chose. Vous irez demain à Porte de la Chapelle, la condition des migrants ne va pas changer. Le migrant ne viendra pas prendre votre maison, votre lit, votre téléphone, votre iPhone pour l'utiliser à votre place. Non, ceux qui vous disent ça n'ont pas grand-chose à vous proposer. Et donc, il faudrait que les gilets jaunes fassent très attention parce que la manipulation d'État, la manipulation politique, la manipulation médiatique sont si forts que vous savez que c'est du mensonge qu'on est en train de vous dire. Mais on vous le dit tellement que vous finissez par y croire. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à la France et c'est ce qui fait qu'en France, les luttes ne ressemblent plus à rien. Pourtant, c'est un pays qui a une grande tradition de lutte, mais ces dernières années, les luttes en France ne donnaient rien. On a vu Nuit debout, on a vu les manifs de la SNCF, etc. Ça n'a jamais rien donné. Et pour une fois, on a une manifestation qui fait très très mal parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de tête d'affiche. C'est le peuple qui dit oui, c'est le peuple qui dit non. Et ce peuple-là, ce sont les gilets jaunes. On a beau dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans la rue, le mouvement s'effrite, le mouvement s'affaissit, le mouvement s'affaiblit. La vérité, c'est que les Français ont décidé cette fois-ci d'en découdre. Ils ont quand même obligé le président Emmanuel Macron à venir s'exprimer, même si c'est un semblant d'expression. Il est venu s'exprimer. Peut-être que le peuple français est réveillé et on ne pourra plus lui mentir en faisant miroiter le spectre de l'immigration, des migrations qui seraient négatives pour lui. Ce n'est pas vrai. Et donc, chers spectateurs, chers abonnés de RP Media, c'était mon apport par rapport à ce fameux pacte mondial sur les migrations, signé le 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech, au Maroc. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.